Aujourd'hui, je vais vous présenter une série télévisée d'horreur et de thriller nommée Lost Girl, saison 1. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le drame commence avec une serveuse époustouflante au bar nommé Beau, avec des looks saisissants et une silhouette séduisante. Elle était à l'accueil, s'occupant chaleureusement des clients filtrants. Un homme louche avait ses yeux indiscrets posés sur elle avec de mauvaises intentions. Profitant d'un moment où Beau ne regardait pas, il glissa rapidement une drogue dans son verre, puis, avec un ton suggestif, il l'encouragea à le boire. Mais Beau ne se laissa pas duper. Elle sourit et déclina poliment. Une jeune fille attirante, nommée Kanzi, arriva également au bar. Kanzi était une pickpocket habile, capable de voler des portefeuilles sans que personne ne s'en aperçoive. L'homme louche la repéra et s'approcha immédiatement avec le verre drogué. Ignorant le danger, Kanzi accepta le verre sans hésitation et en même temps, parvint à voler son portefeuille. Beau assista à tout l'échange. Alors que Kanzi quittait le bar, l'homme louche suivit son odeur jusqu'à l'ascenseur. Soudain, Kanzi se sentit étourdi et faible. Ses membres perdirent toute force. La vraie nature de l'homme louche se révéla. Il pressa ses muscles de poulet contre elle, profitant de son état d'impuissance. Kanzi lutta désespérément pour résister, mais elle était trop faible pour se défendre. Juste à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Beau entra, son attitude polie précédente laissant place à une expression joueuse et taquine. Elle commença à séduire l'homme louche, qui répondit avec empressement, sa langue la massant passionnément dans l'ascenseur. Soudain, les yeux de Beau brillèrent d'un bleu étrange. Le visage de l'homme louche se tordit de panique alors que Beau drainait rapidement son énergie et ses sucs hormonaux. Son expression devint satisfaite tandis que le corps sans vie de l'homme louche s'effondrait au sol, un étrange sourire persistant encore sur son visage. Kanzi avait réussi à tout capturer sur son téléphone. Pour protéger Kanzi d'un danger supplémentaire, Beau la porta hors de l'ascenseur. Au moment où la police arriva, l'homme louche était déjà mort, son corps complètement vidé comme une momie. Les officiers Hale et Dyson arrivèrent sur les lieux et renvoyèrent immédiatement les autres officiers. Dyson examina le corps et sut instantanément que le tueur n'était pas humain. Ils trouvèrent des cheveux bruns sur le corps et détectèrent une forte odeur d'alcool. Les deux se rendirent au bar pour enquêter. Bientôt, Beau devint leur principal suspect. Beau sentit que les ennuis arrivaient. Après avoir ramené Kanzi à son appartement, elle brûla ses vêtements et sortit une pile de cartes d'identité, prête à assumer une nouvelle identité et recommencer. Juste au moment où Beau allait partir, Kanzi se réveilla, encore secouée par l'épreuve. Elle vérifia son téléphone et fut horrifiée par les images qu'elle avait enregistrées. Malgré sa peur, Kanzi se sentit reconnaissante envers Beau de l'avoir sauvée. Voulant en savoir plus, Kanzi suggéra qu'elle s'assoie et parle dans un café voisin. Elles discutèrent tranquillement. Beau admit qu'elle ne comprenait pas pleinement sa propre nature. Elle luttait constamment contre une faim profonde qui la forçait à drainer l'énergie des autres pour survivre. À cause de cela, Beau se considérait comme un monstre. Quand vint le moment de payer, Beau toucha légèrement le poignet de la serveuse. Les yeux de la serveuse devinrent vitreux, et elle obtempéra instantanément à la demande déraisonnable de Beau de mettre l'addition sur son compte. Kanzi fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Pendant ce temps, Dyson et Hale visitèrent un bar louche. Pendant que Hale flirtait avec la serveuse, le propriétaire du bar, Trick, s'approcha discrètement de Dyson, lui demandant des nouvelles du suspect. Clairement, Trick voulait aussi retrouver Beau. Après avoir recueilli quelques informations, Trick conseilla à Dyson de rester en retrait et d'observer pour le moment. À cet instant, Hale reçut une piste sur l'emplacement de Beau. Les deux partirent immédiatement pour la traquer. Beau était toujours avec Kanzi, expliquant ses pouvoirs. Elle pouvait influencer les autres par la tentation, mais l'effet était de courte durée et consommait une quantité significative d'énergie. Alors que Beau et Kanzi marchaient dans la rue, elles croisèrent Dyson sans s'en rendre compte. Beau le prit pour un passant ordinaire et lui adressa un sourire désinvolte. Kanzi, impressionnée par les capacités de Beau, y vit une opportunité. Elle supplia de rester à ses côtés comme sa disciple. Beau résista d'abord, mais la persistance de Kanzi l'usait, et elle finit par céder. Juste à ce moment-là, les deux officiers apparurent sans avertissement. Hale expira une brume transparente. Beau et Kanzi l'inhalèrent, et leurs corps s'affaiblirent instantanément. Leurs membres devinrent mous, et leur vision se troubla. Dans un mouvement rapide et coordonné, ils saisirent Beau et Kanzi et s'éloignèrent. Il semblait que Dyson et Hale n'étaient pas des humains ordinaires non plus. Beau fut amené devant un homme appelé H. Il était certain que Beau était une espèce de FAE et exigea qu'elle révèle à quelle tribu elle appartenait, mais Beau ignorait sincèrement sa véritable identité, donc elle n'avait aucun moyen de répondre à sa question. H ne la crut pas et devint visiblement irritée. Frustrée elle-même, Beau lui donna soudain un coup de tête dans la poitrine. Dyson,
qui se tenait à proximité, fut instantanément furieux. Juste à ce moment-là, une femme séduisante en noir appelée Morgane arriva avec ses disciples. Ils appartenaient clairement à une faction différente de celle d'Ash. Pour éviter d'aggraver le conflit, Ash ordonna au docteur Lorraine d'emmener Bo pour un examen. L'un des disciples de Morgane tenta d'intervenir, mais Dyson le mit immédiatement à terre. Finalement, Ash expliqua que le docteur Lorraine n'avait l'intention que de procéder à un examen physique, ce qui empêcha la situation de dégénérer. Le docteur Lorraine examina soigneusement le corps de Bo, essayant de déterminer à quelle faction de FAE elle appartenait, mais le corps de Bo ne portait aucune marque tribale. À travers sa conversation avec le docteur, Bo apprit pour la première fois l'existence des FAE. Il s'avéra que les FAE étaient des êtres surnaturels qui avaient existé secrètement aux côtés des humains ignorants pendant des milliers d'années. Tout au long de l'histoire, d'innombrables mythes et légendes provenaient de rencontres avec ces êtres. Bo en faisait partie. Bien que Lorraine soit humaine, elle avait rejoint le monde des FAE pour mener des recherches médicales pour eux. En se basant sur l'état du corps de l'homme louche et d'autres preuves, Lorraine détermina que Bo était une succube. Lorraine proposa d'aider Bo à contrôler ses pouvoirs afin qu'elle puisse se nourrir sans vider complètement ses victimes, mais il y avait une condition. Les FAE étaient divisés en deux factions, la lumière et l'obscurité, dirigées respectivement par Ash et Morgane. Bo devrait choisir un camp si elle voulait de l'aide. Pendant ce temps, Ash et Morgane discutaient du sort de Bo. Ash argumenta que Bo, en tant que FAE non affilié à une faction, représentait une menace potentielle pour leur autorité. Si la rumeur se répandait qu'une FAE rebelle existait, les deux factions deviendraient la risée de tous. Morgane proposa de tuer Bo pour éliminer le risque, mais Ash suggéra de lui donner un choix à la place. Bo fut emmené dans une usine abandonnée. Morgane expliqua que tous les FAE appartenaient soit à la faction de la lumière, soit à celle de l'obscurité, sauf Bo. Si Bo réussissait l'épreuve ce jour-là, elle gagnerait le droit de choisir son allégeance. Kanzi avait enquêté sur la disparition de Bo et finit par la retrouver. En se glissant sous une voiture, Kanzi parvint à entrer dans l'usine sans être détecté. L'épreuve de Bo consistait à vaincre deux guerriers FAE emprisonnés. Dyson soupçonna que Bo ne survivrait pas, alors il se pencha et l'embrassa, lui transférant une partie de son énergie. Le baiser malodorant fut si intense que, s'il n'avait pas été pressé par le temps, les choses auraient pu aller plus loin. Bo fut ensuite conduite dans un atelier crasseux où de nombreux FAE s'étaient déjà rassemblés pour regarder le combat. Son premier adversaire était un puissant démon serpent doté d'une force incroyable. Dyson conseilla discrètement à Bo que, bien que le démon serpent soit physiquement fort, il était lent. Sur le signal d'Ash, le duel commença. Bo choisit deux épées courtes et affronta son adversaire sans peur. Comme Dyson l'avait dit, la taille du démon serpent le rendait lent. Bo esquiva habilement plusieurs attaques avant de lui entailler le bras. Furieux, le démon serpent leva un marteau massif, mais Bo glissa derrière lui et trancha les tendons de ses deux jambes. Respectant les règles de l'épreuve, elle l'acheva rapidement, remportant sa première victoire. Soudain, une paire de griffes tordues s'enroula autour des épaules de Bo, la plongeant dans une transe onirique. Dans cette hallucination, elle rencontra un vieil homme d'apparence gentille qui lui promit doucement de soulager ses souffrances. C'était l'œuvre de son deuxième adversaire, un démon attrape-rêve qui pouvait hypnotiser ses victimes avec ses griffes et les contrôler à travers des rêves. L'attrape-rêve commença à laver le cerveau de Bo, la forçant à revivre des souvenirs traumatisants de meurtres et de fuites qui suivirent. Il la poussa à boire du poison comme forme de rédemption. Submergée par la culpabilité, Bo était sur le point de céder lorsque la voix de Kanzi perça l'illusion. Les yeux de Bo s'ouvrirent brusquement. Elle se libéra de l'emprise de l'attrape-rêve et le vainquit en un éclair. Elle lança ensuite un poignard, sauvant Kanzi d'une embuscade. Après avoir surmonté avec succès les deux épreuves, Bo obtint le droit de choisir son allégeance. Devant les FAE rassemblés, Bo éleva la voix et déclara qu'elle choisissait l'humanité. Morgane qualifia immédiatement Bo de menace, exigeant son exécution. Mais Trick, une figure très influente parmi les FAE, intervint. Avec sa tête chauve, il suggéra que quelqu'un avait délibérément caché l'existence de Bo et que découvrir la vérité était plus important que de l'éliminer. Grâce à l'intervention de Trick, Bo et Kanzi furent épargnés. Après avoir survécu à cette épreuve de vie ou de mort, leur lien s'était approfondi jusqu'à celui de sœur. Bo venait à peine d'entrevoir le monde caché des FAE. Son voyage en tant que belle succube ne faisait que commencer, et d'innombrables aventures étranges et palpitantes l'attendaient. La scène passe à Bo faisant joyeusement ses courses dans un supermarché. Soudain, elle remarqua un homme étrange à proximité qui la fixait avec un intérêt intense. En même temps, Bo ressentit une faim écrasante qui s'éveillait en elle. Instinctivement, elle envisagea d'approcher l'homme pour le séduire et drainer sa force vitale, comme elle avait l'habitude de le faire. Sentant l'intention de Bo, Kanzi l'arrêta,
inquiète que Beau puisse tuer quelqu'un à nouveau. Beau hésita et décida finalement de se retenir. Plus tard cette nuit-là, un aventurier partit en randonnée dans la forêt en périphérie de la ville, portant un sac à dos. La forêt était sombre et étrange, avec un silence troublant. Étrangement, des taches de feu vert scintillaient par intermittence entre les arbres. Imperturbable, l'aventurier continua d'avancer avec sa lampe de poche qui perçait l'obscurité. À un moment donné, il trébucha près du bord d'une falaise, et son sac à dos glissa de son épaule, tombant dans le ravin en contrebas. Sans se décourager, l'aventurier poursuivit son chemin. Finalement, au cœur de la forêt, il trouva une cabane cachée où l'attendait un grand coffre rempli de bijoux scintillants, le trésor qu'il avait cherché. Quelques jours plus tard, Beau et Kanzi luttaient pour déplacer leurs meubles nouvellement achetés dans leur appartement. Alors qu'elles reprenaient leur souffle, une explosion de flammes jaillit du canapé voisin. Un homme débraillé était maintenant assis dans un fauteuil, paraissant parfaitement à l'aise. C'était un esprit de la forêt, un FAE, bien sûr. L'esprit de la forêt vivait généralement dans la forêt à l'extérieur de la ville et possédait des capacités instables de contrôle du feu. Peu importe où il allait, des flammes apparaissaient spontanément autour de lui. Au fil des années, l'esprit de la forêt avait amassé une fortune en diamants, pierres précieuses et jade, attirant de nombreux voleurs. Mais chaque fois que quelqu'un tentait de s'infiltrer dans la forêt pour lui voler quelque chose, l'esprit les repoussait avec son feu. Cependant, il y avait un homme que l'esprit de la forêt ne pouvait pas gérer, un homme qui le traquait depuis des années. Quelques nuits auparavant, cet homme avait réussi à contourner tous les pièges de feu et avait volé le trésor de l'esprit. L'esprit de la forêt soupçonna que Beau, puisqu'elle n'appartenait à aucune faction et était familière avec la société humaine, pourrait l'aider à récupérer le trésor volé. Quand l'esprit remarqua une marque de naissance sur le pied gauche de Beau, il prétendit connaître ses origines. Il promit de révéler à Beau la vérité sur son passé si elle pouvait récupérer son trésor. Beau, impatiente de découvrir la vérité sur son identité, accepta le marché. L'esprit de la forêt tendit à Beau un sac à dos et un pistolet qu'il avait trouvé au fond de la falaise. Au moins, elle avait maintenant une piste pour commencer son enquête. Beau se rendit au poste de police où travaillait Dyson, espérant qu'il pourrait utiliser sa position pour retracer l'enregistrement de l'arme. S'il pouvait identifier le propriétaire du pistolet, il saurait qui avait volé le trésor de l'esprit. Elle expliqua la situation à Dyson, mais il voulait sincèrement que Beau reste en dehors du monde des FAE et vive une vie paisible. Il lui conseilla de laisser tomber. Voyant la réticence de Dyson, Beau menaça d'exposer l'existence des FAE au monde humain s'il ne l'aidait pas. N'ayant pas le choix, Dyson accepta. Réalisant à quel point Beau était déterminé à découvrir la vérité sur son passé, Dyson suggéra que Trick pourrait aider. Il emmena Beau au bar de Trick. Trick demanda à Beau d'écrire les noms de ses parents biologiques dans un dictionnaire de noms. Trick pouvait retracer sa lignée, mais Beau ne savait pas qui étaient ses parents. Trick spécula que les parents de Beau l'avaient abandonné pour la protéger, et que la raison était probablement liée au conflit entre les factions de la lumière et de l'obscurité. Pendant ce temps, Dyson parvint à retracer l'enregistrement de l'arme. Le propriétaire était l'aventurier mentionné plus tôt, qui vivait dans un parc de caravanes au nord de la ville. Beau et Kanzi se rendirent au parc de caravanes. Quand elles frappèrent à la porte de l'aventurier, il n'y eut pas de réponse. Beau poussa la porte, mais à la seconde où elle grinça en s'ouvrant, un coup de feu retentit. Réagissant rapidement, Beau tira Kanzi au sol, évitant la balle, mais son bras fut éraflé. Ignorant la douleur, Beau se glissa dans la caravane et trouva une pile de livres sur les créatures mythiques. Un nom revenait sans cesse, l'esprit de la forêt. Il était clair maintenant que l'aventurier était celui qui avait volé le trésor. En fouillant dans le carnet d'adresses de l'aventurier, Beau remarqua qu'une entreprise de joaillerie avait été entourée. Elle déduisit que l'aventurier avait probablement volé les bijoux et les avait vendus à cette entreprise. Juste au moment où Beau et Kanzi allaient partir, le voisin de l'aventurier apparut, pointant un pistolet sur elle, les prenant pour des voleurs. Le voisin n'allait pas les laisser s'enfuir. Beau n'eut d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs. Elle caressa doucement le visage gras du voisin, et la femme devint instantanément docile et obéissante. Beau l'embrassa et commença à drainer sa force vitale. Heureusement, Kanzi intervint et appela Beau à temps, l'empêchant d'aller trop loin. La force vitale absorbée guérit la main blessée de Beau. Les deux se rendirent ensuite à l'entreprise de joaillerie. Au début, Beau tenta d'utiliser son charme et sa persuasion, mais le propriétaire resta impassible. Perdant patience, Beau saisit le propriétaire par sa cravate et menaça de lui casser le bras s'il ne révélait pas où se trouvait l'aventurier. Terrifié, le propriétaire de la bijouterie céda et dit à Beau que l'aventurier séjournait à l'hôtel Akéside. Pendant ce temps, Dyson et Hale prirent en charge l'enquête concernant le voisin de l'aventurier.
Hale croyait que Beau était incapable de changer sa nature et finirait inévitablement par blesser à nouveau des innocents, mais Dyson n'était pas d'accord. Il pensait qu'il y avait plus dans cette histoire. Beau et Kanzi se dirigèrent vers l'hôtel Lakéside. Beau se déguisa en femme de ménage de l'hôtel et se glissa dans la chambre. Cependant, l'aventurier pointa immédiatement un pistolet sur elle. Il s'avéra qu'une femme de ménage avait déjà nettoyé sa chambre 30 minutes plus tôt, donc l'aventurier savait que Beau n'était pas du personnel. Il supposa qu'elle avait été envoyée par l'esprit de la forêt. Après une conversation tendue, Beau fut choqué de découvrir que le vol n'était pas ce qu'il semblait. L'aventurier était en réalité le fils biologique de l'esprit de la forêt. Bien que l'esprit de la forêt soit un FAE, la mère du garçon était humaine, ce qui signifiait que l'aventurier n'avait hérité d'aucune capacité surnaturelle. Sa mère travaillait dans une station de recherche dans la forêt il y a 30 ans. Elle s'était perdue dans les bois et avait été guidée par des scintillements de feu vert. C'est ainsi qu'elle avait rencontré l'esprit de la forêt. L'atmosphère était romantique, et une chose en entraîna une autre. Elle tomba enceinte de son fils. La mère passa le reste de sa vie à chercher l'esprit de la forêt, mais il évitait toujours son corps sexy. Elle finit par mourir le cœur brisé et pleine de ressentiment. Le garçon n'avait pas volé les bijoux pour l'argent, il voulait seulement attirer l'esprit de la forêt vers lui. Il dit à Beau qu'il rendrait le trésor si Beau amenait son père le voir. Pendant qu'il parlait, une figure mystérieuse vêtue de noir apparut à la porte. À leur choc, la figure retira sa propre tête et dégaina une épée, avançant vers eux. Kanzi se précipita pour aider. Le garçon tira avec son pistolet, mais les balles n'eurent aucun effet. Beau engagea immédiatement le combat avec la figure sans tête. Kanzi lança à Beau un balai à franges pour s'en servir comme arme. Bien que le balai fût rapidement coupé en deux, Beau parvint à utiliser le manche cassé pour riposter et tuer l'intrus. Après avoir échappé à l'attaque, Beau se tourna vers Dyson pour plus d'informations. En voyant le corps, Dyson reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un des chevaliers sans tête, un groupe de mercenaires du monde des FAE. Ils pouvaient détacher leur tête à volonté pour intimider leurs adversaires. Une fois qu'ils acceptaient un contrat, ils ne s'arrêtaient devant rien jusqu'à ce que le travail soit terminé. Dyson avertit Beau de contrôler sa faim et d'éviter de blesser des innocents. Beau admit qu'elle pourrait avoir besoin d'aide et demanda des nouvelles du docteur Lorraine. Dyson lui donna les coordonnées de Lorraine. Le docteur injecta à Beau un sérum qu'elle avait développé, qui supprimait temporairement sa faim. De retour chez elle, Beau et Kanzi parlèrent à l'esprit de la forêt de son fils. Il fut à la fois surpris et ravi, mais aussi troublé. Il avait déjà engagé un chevalier sans tête pour récupérer le trésor. Malheureusement, une fois un contrat émis, il ne pouvait pas être annulé. Il n'eut d'autre choix que d'affronter son fils lui-même. Selon l'heure et le lieu convenus, Beau rencontra le garçon pendant que Kanzi amenait l'esprit de la forêt sur place. Le garçon rendit le trésor comme promis, mais pointa ensuite son pistolet sur Beau. Il s'avéra que le garçon gardait une profonde rancune contre son père pour avoir abandonné sa mère. Il avait l'intention d'exposer les actions de son père au monde. Il enferma Beau dans la pièce et tint Kanzi et son père en joue. Il ne pouvait pas pardonner à son père de les avoir ignorés, lui et sa mère, toutes ces années. L'esprit de la forêt expliqua qu'il avait gardé ses distances parce que la mère du garçon voulait révéler leur relation au public. Il craignait que révéler l'existence des FAE ne les mette tous en danger, alors il choisit de rester à l'écart. Juste à ce moment-là, un autre chevalier sans tête fit irruption dans la pièce pour exhiber sa tête sans tête. Le pistolet du garçon était inutile contre lui. Kanzi libéra rapidement Beau, qui engagea le chevalier dans un combat acharné. Pendant que Beau se battait, Kanzi saisit l'occasion de prendre la tête du chevalier et de la jeter dans la cheminée. La figure sans tête s'effondra instantanément. Bien que victorieuse, Beau avait subi une grave blessure au cou pendant le combat. Malgré la douleur, elle insista pour entendre l'histoire de l'esprit de la forêt sur ses origines. Le vieil homme ne savait qu'une chose sur le passé de Beau. Il y a plus de 20 ans, une nuit, il avait vu une sage-femme FAE courir frénétiquement en portant Beau dans ses bras. La sage-femme était visiblement secouée car quelqu'un les poursuivait, essayant de tuer Beau. Au-delà de cela, l'esprit de la forêt ne savait rien. Après avoir partagé cela, il emmena son fils se cacher pour échapper aux poursuivants. Beau fut un peu déçu par le manque de réponse, mais guérir ses blessures était la priorité la plus urgente. Elle choisit de dormir avec Dyson pour récupérer grâce à leur connexion physique et spirituelle. Dyson pouvait lui transférer son énergie. Le plaisir intense du corps et de l'âme fit des merveilles. Les blessures de Beau guérirent rapidement. La nuit de passion fit aussi réaliser à Beau que Dyson n'était pas seulement puissant, il se souciait sincèrement d'elle. Beau commença à ressentir quelque chose pour lui, et Dyson aussi se sentit attiré par la succube captivante. Incapable de résister,
Les deux se retrouvèrent à nouveau enlacés dans les bras l'un de l'autre pour une séance de yoga hormonal malodorant.